Il me fait plaisir maintenant de vous présenter Nicole Brassard. Nicole Brassard, plusieurs d'entre vous la connaissent déjà, mais vous savez aussi qu'elle est une des poètes, romancières et dramaturges québécoises les plus importantes. C'est une féministe engagée et dans les années 70, elle a été membre fondatrice du journal Les Têtes de Pioche et co-auteure de la pièce qui a fait tant de bruit au Québec en 1976, La Nef des sorcières. Depuis l'apparition de son premier recueil en 1965, Nicole Brassard a publié une quarantaine de livres, dont une anthologie de la poésie des femmes au Québec, des origines à nos jours. Plus récemment, ce sont ses œuvres à elle qui ont été l'objet d'une anthologie, et elle est parue en 2008 sous le titre d'Aube et de civilisation, suivie en 2009 de deux autres anthropologies de sa poésie, Mobility of Light et Selection, The Poetry of Nicole Brassard aux presses de l'Université de Californie. Deux fois récipiendaire du prix du gouverneur général pour sa poésie, elle compte parmi les chefs de file incontestables d'une génération qui a renouvelé la poésie québécoise dans les années 70. Membre de l'Ordre national du Québec depuis 2013, elle recevait en 1991 le prix Anastase-David, la plus haute distinction littéraire au Québec, et en 1994, elle était reçue à l'Académie des lettres du Québec. Traduit en plusieurs langues, ses écrits lui ont acquis aujourd'hui une réputation internationale et fait quand même significatif. Ses écrits lui ont valu que le Petit Robert des noms propres l'accueille dans son édition de 2015. Nicole, à vous la parole. Merci, et merci de m'avoir invité à cet important colloque. Je parlerai de la création et des matières premières qu'on utilise dans la création, des questions qui en surgissent et des postures qui la conditionnent. La création occupe le centre de mon existence. Je l'ai toujours ressenti comme la meilleure manière de vivre qu'un être affectif doué de conscience, de sensualité et d'imagination peut non seulement s'offrir, mais partager. Créer, c'est travailler dans l'infiniment petit et l'infiniment grand du désir, du plaisir, de la lucidité, de la douleur et de la joie. C'est faire apparaître dans une autre dimension ce qui existe. C'est aussi dessiner des architectures de sens et de non-sens qui étourdissent le sens commun, le bois mort des désirs paresseux. C'est rendre réel tout ce qu'on ne sait pas vraiment, mais que l'on connaît de la plus lointaine certitude du verbe être. Je vais parler de la création, mais je ne parlerai pas de la créativité. Ce mot en voie de remplacer les mots art, musique, littérature, danse, théâtre et peut-être la création elle-même. Car il me semble que depuis plusieurs années, nous assistons à une colonisation, à une appropriation et à une transformation par le néolibéralisme de la création en créativité. Il y a une telle inflation de la créativité que d'ici peu, personne ne pourra y échapper. C'est-à-dire qu'elle sera si bien intégrée dans les rouages du système de performance et de production que ceux et celles qui ne seront pas créatifs et créatives seront laissés pour compte. Tout comme jadis Weight Watch vendait une espérance de minceur, le néolibéralisme nous vend aujourd'hui de la créativité, tout à la fois pour nous gratifier, occuper et pour en profiter. Il y a un marché de la créativité parce qu'en effet, celle-ci est gratifiante, cultive l'illusion de la liberté de parole et d'initiative, voire même d'originalité. Et vous avez sans doute remarqué que depuis 3 ou 4 ans, le nombre de fois et la variété d'endroits où apparaissent les mots créativité et creative. Pour ma part, je les ai trouvés dans l'autobus, autour de mon pot de basilic, et j'habite dans un Creative Montreal. Je n'en dis pas plus, mais nous pourrons y revenir.
Alors revenons à l'écriture. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours voulu être de mon temps, c'est-à-dire comprendre le monde qui m'entoure et celui qui nous traverse à travers les modes, les désirs collectifs. J'aime les gens et les livres qui interrogent notre rapport au temps et à l'espace et aux autres. J'ai toujours cherché à détecter le mensonge là où il s'insinue dans la pratique quotidienne des religions, des lois et des échanges. Depuis toujours, il me semble avoir associé l'idée d'être de son temps à une notion de responsabilité, comme si chaque génération avait pour tâche de trier les archaïsmes, de résister aux chimères de la science marchande, de dénouer les peurs irrationnelles et les haines misogynes et racistes, mais aussi de transmettre son émerveillement devant une aurore boréale, une œuvre d'art sortie d'on ne sait quelle douleur ou facette de l'intelligence que notre espèce abrite. Maintenant que le temps va comme un fou au-delà de notre capacité à en comprendre le mouvement, comment être de son temps en sa différence, en son identité? Et que signifie pour une femme être de son temps? Accoucher de 15 enfants? Être une mère porteuse ou mère par insémination artificielle? Avoir 2 enfants en étant célibataire ou mariée à une femme ou vivant avec un conjoint de fait? Être première ministre d'un pays ou ne pas avoir le droit de vote? Prendre l'avion 2 fois par semaine ou faire 2 coins de rue en burqa? Être féministe, lesbienne, fémène, queer, écologiste, bibliothécaire, policière, journaliste? Être bien dans sa peau ou bipolaire activiste? Le temps n'est-il pas toujours patriarcal, avec quelques éclaircies ici et là, dans le grand rideau de fer F-A-I-R-E, ceci ou cela? Oui, je suis obsédée par le sens, l'écriture, le temps et la partie invisible en nous qui aime la joie, qui désespère ou qui avance, intriguée par sa propre complexité, le plaisir et l'angoisse qui l'accompagnent. La matière à écriture. S'il est une pensée qui m'a toujours accompagnée dans ma fascination pour le langage, mon amour pour l'écriture et mon désir du poème, c'est cette volonté d'être là, à chaque jour, au milieu du savoir, du questionnement et du désir, à essayer de comprendre le monde qui est le mien, les mondes qui forment l'aujourd'hui de la conscience. Déjà, en 1970, j'affirmais écrire pour comprendre, et j'ajoutais « comprendre est un séjour ». Mais comprendre quoi? Le monde qui m'entoure, celui dont nous rêvons et celui d'où nous venons? Comprendre ce que signifie appartenir à l'humanité, en avoir été exclu, en être exclu si on est une femme? Comprendre les entrelacs de la douleur et de la joie dans une vie? Comprendre qu'est-ce qu'on fait là, parfois, en état d'extrême présence au cœur de la vie terrestre et cosmique. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais dire quelques mots sur ces éléments qui font partie des matières premières. Et le premier, c'est le corps. Entre le désert mauve 1987 et la capture du son 2007, mon corps aura vieilli de 20 ans. Suis-je la même femme, la même poète, la même romancière? Combien de personnages faut-il pour transformer un corps et les traits du visage? Combien de naissances pour transformer une femme? Combien d'orgasmes pour transformer un je? Combien de deuils pour faire entrer la vie comme un principe de plus dans la pensée du récit? Combien de voyages à la mer pour imaginer le silence? Le corps est notre solitude, notre seule certitude. À partir de son bien-être, de son autonomie, de son mal-être, nous faisons notre philosophie de vie. Mais puisque le corps a des yeux pour voir,
des oreilles pour entendre, une mémoire pour fabuler et des mots pour comparer, voilà que déjà nous ne sommes plus seuls et que, dans l'agitation ambiante, le corps apprendra, pour le meilleur et pour le pire, à se frotter à autrui. Entre le corps féminin de différence, le corps de présence lesbienne, le corps de spectacle queer, le corps tombeau de Platon, le corps théâtre, le corps d'écriture, le corps invente sa survie, son récit, c'est-à-dire son déplacement au milieu du savoir, de la violence et des croyances. Il faut placer le corps au bon endroit dans la part de rêve qui nous habite. C'est toujours une histoire du corps que nous racontons, corps de libido, corps de souffrance, corps de tendresse, corps de tempête, corps perdu, corps retrouvé, comme une origine. Et la poésie nous réinvente jusqu'à l'os et la poussière d'étoiles. Nous n'avons qu'un seul corps. Pourtant, il y a trop de corps en nous, dirions-nous, pour que nous n'en détournions pas quelques-uns à notre avantage, en les enrobant du verbe être, espérant qu'ils puissent ainsi s'épanouir dans les 1001 versions imaginées de l'identité, de la beauté et de notre goût indiscutable pour l'éternité. Oui, l'écriture, c'est du corps. C'est bien connu, plusieurs sont littéralement malades, maux de ventre, nausées, vertiges, lorsqu'elles ou qu'ils écrivent. D'autres entrent dans un tel état d'excitation que la sève monte. Il y a aussi les larmes. Il y a l'adrénaline, le corps en état second, une conscience altérée du temps. Dans l'écriture, nous reprenons le corps essentiel pour qu'il fasse cause commune avec le corps inquiet et le corps glorieux d'essence. Au risque de me contredire, je dirais que l'écriture, c'est du corps qui tente d'échapper au corps par le langage, du corps qui cherche à traduire le « c'est tellement, tellement » et toute autre formule tautologique du genre « la douleur, c'est la douleur, une femme est une femme ». Tout ce que le corps a connu en direct par les sens est inscrit à tout jamais dans la mémoire. Tatouages de sensations et d'émotions, images qui surgissent à l'improviste. C'est tout ça qui se retrouve transformé, processé dans la langue de manière à ce que tout le monde puisse en profiter. Dire « je voudrais » fait travailler le corps, en somme le désir. Au fond, il y a quelque chose de très beau à imaginer que nous pouvons délirer avec exactitude. Il y a quelque chose de troublant à oublier notre corps pour mieux laisser vivre le personnage. Quoique faire entrer du personnage dans nos vies épuise aussi. Il faut alors comprendre ce qui nous unit aux êtres chers, imaginés avec fureur et délice, comme si on allait perdre son identité, gagner en humanité, augmenter le poids charnel de l'univers. Un seul corps pour nous instruire du plaisir, un seul corps pour la présence et l'absence, pour découvrir dans le temps la forme accidentée des pensées, un seul corps pour trouver les mots nécessaires, pour nous obliger à répéter, le même pour comparer, corps de mémoire pour inventer et progresser vers le silence. Dans quelques instants, j'existe encore. Or, tous les jours, le corps se transforme à notre insu. Les pensées changent-elles de nature parce que le corps attrape à d'autres niveaux le sens de la vie? Le corps peut-il simultanément faire attention aux choses universelles, à son genre, à la couleur de l'aube et à la démocratie? Dans quelques instants, j'existe encore. L'enfance. Passe-moi le pluriel de ton enfance. Dans une heure, on aura déjà visité ma chambre, la cuisine, un jardin, un parc. On se sera balancé aux branches d'un érable, collé à un mur de pierre ou lancé vers l'horizon. Puis, ce qui devrait arriver arrivera. La pluie, un coucher de soleil, une blessure au genou, une épée, une poupée, tout ce qui doit arriver arrivera, comme on sait dès le début qu'il faut donner la main, prendre la main, ne pas toucher, regarder, répéter, faire du bruit avec sa langue et surtout ne pas. Maintenant, c'est trop tard. Je suis déjà dans un livre. Passe-moi le pluriel de ton enfance.
Je m'en servirai pour traduire, raconter jusqu'à 1, 2, papa, maman, à inventer des mots de chaque côté du deuil, du chemin, en me promenant comme un petit soldat qui, malgré ses parents gentils, s'est inventé des incendies, des canards pour mieux canarder. Passe-moi le pluriel de ton enfance. Une cape d'invisibilité rend mon enfance indétectable. Une infinie seconde et elle se dissimule, non plus dans le temps, mais dans l'espace. Ici, elle est maintenant ici, en train de se frayer un chemin parmi des phrases faites pour balancer la peur. Moi, mon enfance a besoin de moi pour que je m'intéresse à elle. La partie invisible, l'intime. Une partie de la vie et de nos vies est invisible, secrète, imaginée pour le plaisir ou inventée par nécessité compensatoire. C'est la partie désirante, la rêveuse, qui en chacun de nous alimente le potentiel de renouveau du contrat social. C'est là que l'imprévu, l'impossible, l'inattendu mijote notre avenir singulier et collectif. C'est d'abord dans cette partie invisible que se préparent les projets qui deviendront art, science, architecture, révolution ou dessin terrifiant des petites et grandes dominations. Chaque individu a sa part secrète et il en est de même pour chaque collectivité. Les sociétés ont aussi leurs blessures, toutes les guerres, les grands deuils collectifs, la pauvreté, et je pense ici au 6 décembre 1989. À chaque génération, la partie invisible de la vie collective se modifie. Mensonges, erreurs d'interprétation, honte et culpabilité contribuent chaque jour à déplacer le réel dans une sorte de fiction, une zone ambiguë qui tôt ou tard demandera à être éclairée par l'enquête, le débat, la négociation, afin d'éviter qu'elle ne se transforme en violence. L'intime est sans doute le moteur de toute écriture de création. L'intime est à la conscience ce que l'air est à la respiration, c'est-à-dire un flux continu ayant d'étranges moments d'accélération et de ralenti, porteur d'emportement et d'effondrement. L'intime ne peut se concevoir en dehors des mots, des images, d'une mélodie intérieure. C'est avec cette matière que la création s'active. L'intime est sans répit, sans repos, en mouvement constant de repliement et d'expansion. Il circule avec l'enfance, la sexualité, le corps, sain ou malade, et une variété de sensations, d'émotions et de sentiments dispersés en orages et accalmies existentielles. L'intime est liquide au sens des matières du corps, mais il est aussi streaming, c'est-à-dire en lecture continue. Je ne voudrais pas pour autant confondre l'intime et la vie privée. Par exemple, la personne avec laquelle vous faites l'amour relève de la vie privée. Les pensées qui sont les vôtres avant, pendant ou après cette relation relèvent de l'intime. Ce sont ces pensées qui servent ou pas à la création. Lorsque les féministes des années 70 disaient « la vie privée est politique », elles avaient raison, en ce sens que la vie privée, celle qui concerne notre rapport intime à l'autre, est légiférée. Mariage, adoption, certificat de naissance, testament. Nos vies privées sont pleines de contrats civils ou religieux qui justifient ou qui interdisent des comportements que nous croyons personnels et intimes. Notre vie intime est ainsi constamment affectée par les lois qui régissent la vie privée, ainsi que par la tradition où sévissent la misogynie, le racisme, l'homophobie, la peur de la différence. Toutes les dictatures contrôlent la vie privée des gens, et possiblement toutes les sociétés même. Donc les dictatures contrôlent la vie privée des gens, leurs déplacements, leurs propos, leurs écrits. Cela depuis les concierges de Napoléon, en passant par les espions de Staline, les écornifleux de Duplessis, jusqu'aux redoutables technologies de surveillance d'aujourd'hui qui servent tout aussi bien les dictatures que les démocraties. Et je rappelle cette phrase d'Edward Snowden, celui qui a dénoncé la CIA,
C'est avec la vie intime que nous créons et construisons notre rapport au monde. Un enfant qui naît aujourd'hui n'aura aucune idée de ce que veut dire l'intimité, de ce que cela signifie d'avoir des moments à soi non enregistrés, des pensées non analysées. Cela dit, faut-il faire une distinction entre vie intérieure et vie intime? J'en ai la tentation. La vie intérieure étant un chassé-croisé de nos pensées les plus sophistiquées, les plus débridées. Elle est tout à la fois constituée d'éléments personnels, culturels, au sens le plus large qui soit, de notre capacité à jongler avec ces derniers et du plaisir que nous prenons à cette jonglerie, fût-elle logique, métaphorique, narrative, poétique ou même terre-à-terre. La vie intérieure est un laboratoire qui fragmente, dissémine, réunit, compare. Elle est à l'imagination ce que le désir est à l'instinct, ce que le virtuel est au réel. En somme, elle est le côté rêvé, fantasmé, exalté de nos vies. Et en cela, elle est créatrice. Il faut la cultiver. Et elle se cultive dans la compagnie des êtres aimés, de nos livres préférés, de la musique qui nous enchante, des œuvres d'art qui bouleversent notre regard. Par exemple, ma vie intérieure s'excite beaucoup dans les musées, au concert, au théâtre et devant une femme qui, dans le métro, lit un livre. Il y aura donc une vie privée, une vie intérieure et une vie intime. Faudra-t-il alors réserver la notion d'intime à ce qui serait le côté obscur de la vie privée, la part secrète, soit la part socialement inavouable, inadmissible, non transmissible de nos vies ou de celles de nos proches, un père collaborateur, une mère prostituée, etc. Se pourrait-il que la vie intime soit la version non officielle de la réalité, version souvent tenue secrète parce que non conforme à la norme et qui, pour se justifier, doit générer elle-même ses propres anticorps contre la honte, la culpabilité, la peur et en assurer le déploiement sous forme de transgression, de révélation, de divulgation, de création, de fiction. Et c'est ce que les femmes ont fait depuis les 40 dernières années. Oui, nul doute, l'intime est éclairage et combustible pour la vie intérieure. Il colle au corps, blessures, cicatrices, tatouages, secrets et jouissances emmêlés. Silence, hauts cris, tendresse, mélodie, amour et amitié. Visage intime de l'agonie ou visage intime de la jouissance, tous les deux parfaitement lovés dans notre regard sur le monde. Pour tous ces secrets, ces aveux, ces confidences, ces murmures qui font l'énigme de ce que nous sommes, il n'y a qu'une seule zone de protection. L'art, en principe, l'art et la littérature, communément appelés fiction, poésie ou produits de l'imagination, là où tout peut arriver, là où nous devenons personnages et multiplions les pronoms pour exister. La vie intérieure est vivante, la vie privée est sociale. Étrangement, l'intime est ludique, morale et dialogique. Et sachons que notre première personne, faite pour respirer le tout plein de l'être jusqu'aux pleurs dans l'odeur du temps, ne reste pas longtemps son personnage. Tout comme il y a des chasseurs de tête, il y a des chasseurs culturels d'intime, de vie privée et de vie intérieure, et ils se sont multipliés au fil des ans et de la rentabilité de l'intime. Et rapidement, bien sûr, il y a les générations auxquelles on appartient, notre façon de respirer dans la société et dans la langue qui est la nôtre. Il y a la langue, bien sûr, elle-même. En français, c'est parfois difficile, cette règle grammaticale que vous connaissez. Et il y a aussi la question du sens. Le sens aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie écrire aujourd'hui en 2015? Alors, que m'est-il possible d'écrire en français en 2015? Qu'est-il permis, possible, impossible d'écrire en algonquin, en mandarin, en arabe, en hébreu, en tamoul, en anglais? Comment décliner
en chaque langue? Comment décrire nos vastes vies de miniatures? La réponse viendra peut-être dans un prochain livre. En attendant, je ne peux que conclure en disant « Restez vivants », dit la voix, s'applique aussi à toutes les filles. Qui que vous soyez, restez vivants à cause du vent lisse dans les roses et dans vos délires. Restez vivants, montrez-vous avec vos syllabes et vos images. N'ayez pas peur de toucher à votre mélancolie. Restez vivants, malgré les mouches et les brûlures, les petites décorations, les armoires fermées de chacun. Restez vivants, les bras ouverts comme les pages d'un dictionnaire. Respirez haut et fort entre les signes, les miroirs, les petits croquis. N'oubliez pas votre gris-gris et la grammaire latine. Restez vivants, malgré votre mère dans son bain, les terroristes et les menteurs. Restez vivants dans l'axe de la lune et touchez donc à vos miroirs aux bons endroits. Avant de vous regarder partir, restez vivants comme quelqu'un qui n'est pas vous.